Cette semaine, on se demande depuis quand être enceinte, c'est devenu une tendance mode. Notre collègue Star Lemay vient nous parler de son reportage qui pourrait vous convaincre que l'amour n'a vraiment pas d'âge. Puis moi, j'accueille Nick Marna, un créateur de contenu très en vogue dans l'univers BookTok. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo. Décembre est à nos portes et je suis à 60% de mon défi de lecture Goodreads 2025. Never give up. Ben, si, mettons, tu prends une semaine de vacances. Mettons. T'attends que tu pourrais y arriver. Moi, c'est Gab et j'ai été enceinte pendant la pandémie. Donc, mes outfits cool se sont résumés à 2 paires de leggings de maternité H&M que j'avais achetés et que j'ai portés en alternance tous les jours pendant 9 mois. Surtout que toi, t'es quand même une fashionista, donc ça devait te briser le cœur, mine de rien. Oui, mais personne n'a vu mes outfits. En plus, tout était sur Zoom. Personne n'a jamais vu ces leggings-là, littéralement. C'est vrai, les 2 Peut-être années, les gens à tout le monde- l'épicerie, genre, ouais. C'était tellement triste, c'est vrai, j'étais vraiment triste de ça. C'est sûr. C'était vraiment En plate. plus, elle avait pas d'ongles à l'époque, donc doublement triste. Là, il faut qu'on... Avant là, de parler de l'épisode de la semaine dernière, accusons le fait qu'on est toutes les deux malades. Ouais. C'est pas la grande forme pour nous aujourd'hui, même si on est vraiment excités et contents d'être là. Oui. Nous sommes enrhumés, donc c'est ça. Ça se peut qu'il y ait des petits moments où on tousse, où on s'enfarge, où on est dans le beurre. Oui, mais j'aimerais remercier le CPE de ma fille pour m'avoir offert ce super premier rhume de la saison. Yes! Et je m'excuse à vous que si ma voix est trop suave. Suavemente. Suavemente. Oui, le retour sur l'épisode de la semaine dernière avec la prof, ça a fait jaser sur TikTok. Vraiment. Hey, il y avait beaucoup de commentaires. Il y a Jean. Le fonds de pension des profs est le meilleur au Québec. Pas certain que tu aurais la même chose chez McDo. Et prof, tu vas avoir des augmentations et avantages. Les gens étaient vraiment en colère. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont noté aussi que le salaire que Mélanie mentionnait la semaine dernière, c'est un salaire d'enseignant non qualifié, donc qui n'a pas terminé son baccalauréat et qu'après, une fois que tu as ton bac, tu vas être quand même un peu plus payé. Reste que... puis c'est vrai que plus tu montes, il y a des notions d'échelons, là, plus tu montes dans les échelons, mieux tu vas être payé, mais c'est quand même, ça peut prendre 12 ans, je pense, avant d'arriver au dernier échelon. Oui, c'est long, hein? Oui, c'est long. Fait que, tu sais, je pense que la comparaison avec le McDo ne voulait pas dire qu'elle aimerait mieux travailler au McDo. Je pense qu'elle voulait dire qu'elle aimerait mieux être mieux payée pour enseigner aux futurs adultes du Québec. Donc, je pense que c'est correct. Chère Mélanie, Ouais. je suis vraiment contente qu'elle soit venue, pour vrai. C'était vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez écouté cet épisode et sinon, il est toujours temps d'y retourner. Il n'est pas trop tard. Mais entre-temps, Gab, t'as quelque chose pour nous? Oui. Un sujet très Ça fait mollo. longtemps que je voulais le faire. Ouais. Ouais. Puis là, je vais, car je ne parle pas de culture cette semaine. Ouh! J'avais fait la promesse, hein, Ben, la t'avais semaine dit que dernière. t'allais changer. Je l'ai tenue. Mais là, Florence, commence à magasiner ton donneur de sperme parce qu'une nouvelle affaire qui est à la mode, c'est être enceinte. Ah oui? Oui, si tu veux être in the trend. Ouh! Oui. Mais là, les gens ont de moins en moins d'enfants. OK? OK. Au Canada, en 2023, c'était 1,26 enfants par femme et en 2024, 1,25. OK. Ça descend à une vitesse fulgurante. Je pense que C'est c'est fou. le plus bas taux de natalité de l'histoire du pays. OK. Puis ça se répercute dans d'autres pays aussi. Là. Il y en a aux États-Unis, en France, en tout cas, partout, le taux de natalité baisse. Pour comparer, dans les années 60, c'était 3,8 enfants par femme. Wow, ça, c'est un peu fou, par exemple. C'est Ça, trop. c'est exagéré. C'est beaucoup, mais c'est quand même une... Tu sais, on voit la baisse en seulement 50 ans. Pourquoi? À cause du patriarcat. Oh! Joke. Non, c'est pas juste ça. Ce qui pèse beaucoup dans la balance aussi, c'est la hausse du coût de la vie. Donc, les logements qui sont très chers. On peut plus s'acheter une maison. Fait que l'idée de payer des cours de hockey, une chaise haute, des vêtements neufs ou même usagés à chaque année à 1, 2 ou même 3 personnes, c'est beaucoup, sans parler du REE. Ouais. Fait que tranquillement, avoir des enfants, ça devient une décision qu'on prend pas à la légère, voire un luxe. C'est avoir l'air riche et vivre dans l'abondance de ressources sociales, financières et matérielles, avoir C'est des vrai. enfants. C'est vrai. C'est plus juste tout le monde en a par dépit. C'est un choix conscient qu'on fait Tu peux te le parce qu'on permettre. peut se le permettre. Ouais, c'est ça. Et ça, des marques de luxe l'ont compris. En 2024, Louis Vuitton a fait une campagne printemps-été avec Rihanna, qui était super enceinte et qui tenait ses belles sacoches. Victoria's Secret a fait défiler une mannequin enceinte pas plus tard que cet automne, à son dernier défilé. Parallèlement à ça, le marché de la mode kidswear de luxe est en pleine expansion. On a maintenant droit à Gucci Kids ou Dolce Gabbana Mini. Wow. Ou à plus petite échelle, des marques plus accessibles, je mets ça en gros guillemets, là, comme Bobo Chose ou Mini Rodini, qui sont comme le comble des marques cool pour les parents, mais qui se vendent quand même 100 $ environ le morceau pour un vêtement qui va faire Qui va lui quelques mois à ton enfant. à peine. Et qui va tacher de peinture. Tout ça, c'est tant mieux quand même que ça devient cool d'avoir des enfants parce que pendant longtemps, c'était pas cool. C'est une fois que tu étais une femme et que tu avais des enfants, tu n'étais plus une personne cool et active dans la société.
Puis la femme enceinte n'a pas toujours été synonyme de glam. Mais on peut se demander à qui le hype de la femme enceinte profite réellement. OK. Ouais. Il y a 2 critiques principales à cette espèce de montée en popularité de la bedaine de femme enceinte. La première, c'est que souvent dans les runways sur Instagram, les influenceurs enceintes, c'est toujours le même type de corps. Donc, une femme enceinte qui va être très mince, qui a juste une bedaine. Il y a même un trend TikTok, je pense que c'est genre hashtag bump only ou un affaire de même. Donc, c'est quelqu'un qui est enceinte, mettons, de dos, elle n'a pas l'air enceinte, de face, elle a l'air enceinte, aucune vergeture. C'est pas la femme enceinte enflée des chevilles et de la face, là. Oui, puis c'est jeune aussi, donc c'est pas des grossesses de genre 35 ans et plus, là. C'est genre 22 ans, full belle bédaine. Si vous connaissez Nara Smith sur TikTok, qui est comme une jeune influenceur un peu tradwife, elle a genre 4 enfants, puis elle a 23 ans, puis à chaque fois qu'elle est enceinte, comme le lendemain, elle est comme en crop top, là. Puis ça efface un peu cette réalité-là d'être enceinte, comme tu disais, de genre les jambes enflées, les nausées, la maladie, le diabète de grossesse. Et la deuxième critique, c'est qu'avec la montée de la droite puis des valeurs conservatrices dans plusieurs pays, surtout aux États-Unis, combinées avec le recul du droit à l'avortement, la célébration de la grossesse, ça devient comme une genre d'idéalisation aussi du rôle traditionnel des femmes ou une valorisation un peu essentialiste là, de cette idée-là que la femme est faite pour porter la vie puis que c'est beau puis qu'elle est donc chanceuse de pouvoir... que, tu sais, un peu l'idée de la femme enceinte déesse, là. Déesse de la fertilité avec sa grosse bedaine, trop sexy. Malheureusement, je pense que j'entretiens, moi, cette idée-là un peu, idéalisée de la femme enceinte. Ouais, que c'est sexy et beau. Ben, c'est peut-être parce que je l'ai pas vécu d'assez proche à date dans ma vie, tu sais. Mais ta sœur n'a pas été enceinte? Ma sœur a été enceinte, mais tu sais, on était à 4 heures de route, tu sais, je la voyais pas au quotidien, mettons. Je la voyais une fois de temps en temps pour le brunch, puis j'étais genre, oh my God, ma sœur, t'es trop belle avec ta bedaine, tu sais. Mais je comprenais pas vraiment les struggles du projet. Moi, je dois dire, je pense qu'il faut qu'on dise à notre patron Philippe Lamar de parler moins fort parce qu'avec nos nouveaux micros, on entend vraiment bien tout ce qu'il dit. C'est le boss, on a le droit de le chicaner. Moi, pour vrai, là, quand j'étais enceinte, je me sentais pas comme une déesse de la fertilité. Non? J'avais plus de cheveux, puis c'était le fun, je pouvais faire ça comme ça, pour avoir des cheveux très volumineux. À part de ça, je me sentais juste encombrée constamment par une petite balloune, genre. À un moment donné, je ne pouvais pas attacher mes chaussures. Il n'y a pas une période de ta grossesse où tu t'es vraiment trouvée, genre, chaude et belle? Jamais. Ah non? Non, J'ai l'impression d'avoir déjà entendu C'est weird. Oh non, je me trouvais pas chaude. Okay. Mais je me trouvais pas laide, mais j'étais pas comme wow, God am I sexy, genre, tu sais. T'as juste ta grosse bedaine, c'est bizarre, là. Puis il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Il y a ça aussi, là. Ouais, c'est qu'à partir d'un certain moment, tu sens toujours quelque chose bouger là-dedans. Je vois pas en quoi c'est sexy, là. Non. C'est juste bizarre de porter la vie. Il y a quelque chose de très alien là-dedans, je trouve. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui parle de son statut, là, du fait d'avoir un enfant, d'être entouré d'enfants. Je voyais un TikTok récemment d'une fille qui disait que le nouveau accessoire trendy, c'est d'avoir un neveu ou une nièce. C'est pas genre avoir la sacoche de l'heure, tu sais. Puis j'étais genre, c'est vrai, je pense que, tu sais, des familles qui sont nombreuses, qui se reproduisent, c'est comme un signe d'abondance, de richesse, de capacité aussi à passer du temps ensemble, d'avoir de l'espace mental pour, c'est ça, élever une famille, avoir des moments ensemble. Fait que c'est vrai. Ben, au-delà de l'esthétisation de la femme enceinte, il y a aussi, je trouve, quelque chose qui se passe vraiment en ce moment dans l'idée d'être parent, c'est devenu cool. Ouais. Mais un certain type de parent, tu sais, pas le parent en banlieue qui va au Saint-Hubert puis au Amazou, là, le parent, mais en fait, que j'essaye d'être, là, 100%, je suis coupable, mais tu sais, qui va continuer ses activités, genre qui va au Mano Cornuto avec son enfant ou des restos cool avec son enfant. C'est pas grave, tu n'as pas arrêté ta vie d'avant, genre, pour ton enfant, puis qui son enfant comme un petit adulte. Puis, chez Zara. Oui, I do. Tu sais, qui vont faire du surf au Costa Rica avec leur bébé pendant le congé de maternité. Il y a un peu... Tout ce parent-là est devenu à la mode, puis il y a de plus en plus de médias ou de comptes Instagram, TikTok dédiés à ce type de parentalité-là qui est comme la parentalité cool. Ouais. Et c'est ces parents-là qui ont de l'argent aussi pour continuer à faire leurs activités d'avant. Tu sais, c'est sûr que c'est pas le même prix payer un forfait familial au Saint-Hubert que payer le resto cool à Montréal. Mais non. Pour ton enfant, où ils n'ont pas de menu pour enfants, donc il faut que tu payes une portion adulte pour donner à ton enfant. Ben, c'est ça, puis je pense que les réseaux sociaux, c'est ça, joue beaucoup là-dessus. C'est comme la génération qui a été élevée avec les réseaux sociaux, qui est là ils sont rendus parents. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de balados sur la parentalité maintenant. Tu sais, le balado de Lisande Nadeau, ce que tu fais avec Molo, tu sais. On parlait pas de temps en ligne de parentalité avant, j'ai l'impression, mais là, vu que c'est nous qui sommes rendus là, ben on a comme take over cette discussion-là en ligne. Oui, puis on veut performer notre parentalité. Et conserver notre vie d'avant et montrer qu'on peut tout faire quand c'est totalement faux. Puis, regardez, je suis à ce balado aujourd'hui avec un rhume en direct de mon CPE. On invite Salomé? Oui, on invite Salomé. C'est encore mes semaines préférées, coq à l'âne. Oui, on passe vraiment d'un sujet
cocasse un autre. Et c'est ça, cette semaine, on reçoit notre collègue Salomé Marie qui vient de faire paraître ce week-end un reportage sur l'écart d'âge en amour, dans le cadre duquel elle s'est entretenue avec 3 couples, dont un qui a un écart de 50 ans. Folle La affaire. question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est ou pas? Hey, Salomé, merci d'être là. Oui, merci pour l'invitation. Quel sujet urbanien? Oui, hein? De rien. Ouais, Ça choque. ça Ça choque. choque. Mais là, nous, notre question, c'était pourquoi s'intéresser aux couples qui n'ont un grand écart d'âge en dehors de la Saint-Valentin? Oui. Ben moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai moi-même été dans un couple avec un grand écart d'âge dans le passé. Donc, j'avais beaucoup de questions. OK. Puis aussi, ben juste en général, c'est un sujet qui est tellement... qui fait tellement de débats. Tout le monde a de une moi, opinion mais là-dessus. Oui, c'est ça. Mm. Puis sur Internet aussi, là, il y a j'ai trouvé des pages qui sont juste... Le seul sujet, c'est ça. Tu sais. Ah oui, j'en ai vu qui Oui. critiquent, sont comme regardez, celle-là, lui, il a 50 ans, elle a 23, Avec ça a des pas de couples de bon sens. vedettes, là. Oui, des couples de vedettes, puis ils critiquent ça. Fait que bref, c'est un sujet qui est très polarisant. Tout le monde a son mot à dire là-dessus. Puis souvent, on va douter, tu sais, de l'authenticité de cet amour-là. On va toujours se dire que le pouvoir, l'argent sont au centre de la relation. Tu sais, on parle de daddy issues, de gold digger. Fait que, On a toujours l'impression qu'il y a anguille sous roche. exactement. Que les gens pensent pas au futur. J'ai l'impression qu'on s'imagine aussi que, mettons, que c'est une jeune femme avec un homme plus âgé, qu'elle n'est pas capable de se projeter. Elle est trop stupide, genre, pour se projeter dans le fait qu'un jour, il va être vraiment vieux et peut-être malade et qu'elle va devoir s'occuper de lui. C'est ça. Puis on se dit aussi que ça va pas durer, tu sais. Oui, parce qu'à cause de ça, mettons. Exactement. Puis ben moi, j'ai voulu aller à la rencontre de ces gens-là, puis d'aller au-delà des préjugés. Puis tu sais, ce que tu disais, la longévité, le couple qu'on a rencontré qui a 50 ans d'écart d'âge, la fille, elle a 26 ans, puis son mari maintenant, son mari, a 76 ans. Puis il nous l'a expliqué, tu sais, il s'en parle souvent là, de ça. Elle le sait très bien qu'elle va devenir veuve jeune, tu sais, puis qu'elle va devoir s'occuper de son mari quand il va être malade. Mais ils ont fait le pari, tu sais, ils se sont dit, garde, on s'aime, fait qu'on va le vivre. Puis quand tu les as rencontrés, est-ce que tu as parlé de leur rencontre, de leur amour? Est-ce que vous avez parlé aussi de sexualité? Moi, c'est sûr qu'on en... C'est peut-être un peu tabou, mais moi, c'est des questions que je me pose. Je suis comme 26, 76. Ben Comment oui. ça se passe? Ben justement, Alicia, qui est la jeune fille la jeune femme dans ce couple-là, elle me disait que la question qui revient toujours quand elle parle aux gens de son couple, c'est ça va-tu niveau sexualité? Tu sais, on s'imagine que les personnes âgées, parce que c'est ça aussi, là, tu sais, c'est une personne âgée, son mari, qui n'ont pas de sexualité, tu sais. Comme si les couples dans la trentaine avaient de la sexualité constamment aussi. Oui, là, c'est dans ça, le il y a sens- des couples dans la trentaine qui ne fourrent pas, là, tu sais. Ouais, c'est très commun. On vous salue. Mais, tu sais, elle disait, ben non, on en a une sexualité, tu sais. Fait que, puis je pense que, tu sais, ce qui la gosse, c'est, ben, tu demanderais pas ça si j'avais un chum de mon âge, là, tu sais. Fait que, oui, les gens sont très curieux par rapport à ça, je pense. T'as-tu l'impression qu'à travers le reportage, tu as réussi à déconstruire certains stéréotypes? Ben oui, c'est sûr, tu sais, dans le sens, je l'ai vu que ces gens-là étaient amoureux pour de vrai, puis que ça faisait, il y en a pour qui ça faisait, tu sais, j'ai rencontré un couple qui, eux, se sont rencontrés à 17 ans et 30 ans, puis tu te dis au départ, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, C'est illégal. mais non, c'est pas illégal, C'est ça. parce que l'âge de consentement au Québec, c'est 16 ans. C'est quand même jeune, hein? Mais bon, toi, t'étais pas là pour remettre ça en question. Non, T'étais c'est là ça. pour- Mais bref, socialement, c'est comme moins acceptable, mettons, là. Puis aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble puis ils ont un enfant, tu sais. Fait que des fois, je pense qu'il faut comme briser un peu ces idées préconçues-là. Mais bref, moi, je pense que le constat qui est ressorti de ce reportage-là, parce que j'ai pas l'impression d'avoir trouvé nécessairement des réponses, tu sais, Ouais. mais c'est que ces couples-là, clairement, là, ils ont une complémentarité qui... En fait, c'est cette complémentarité... Voyons. On va y arriver. Complémentarité, là? Bref, ils se complètent Mm-hmm. comme c'est leur différence d'âge qui fait qu'ils se complètent. Tu sais. Le partenaire qui est plus jeune, tu sais, va incarner la jeunesse, la fougue, l'énergie, les projets aussi, tu sais, les ambitions. Puis le partenaire plus vieux, ben lui va incarner, tu sais, plus le calme, la douceur, la sagesse.
Puis c'est ça qu'ils recherchent dans leur relation, ces gens-là, puis c'est ça qui fait que ça fonctionne pour eux, tu sais. Puis t'as pas besoin d'avoir un grand écart d'âge Ben, pour c'est ça, observer j'avais. cette dynamique-là C'est dans ça, une relation. exact. tu sais. Je pense que Voilà. tout bon couple a quelqu'un qui est un peu type A, quelqu'un qui est un peu type B, quelqu'un Voilà. qui est comme organisé, quelqu'un qui est laid back. Tu sais, c'est pas mal tous les couples ont ça. Je vous laisse deviner je suis quelle personne dans ma relation. La personne qui dit as-tu donné la médication au chien? Pour Ton vrai, chien prend de la médication, moi, on a un chien anxieux, il prend la médication pour l'anxiété. des antidépresseurs. Je sais pas c'est quoi, honnêtement. Je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a dans cette pilule-là. C'est-tu genre un petit Xanax pour le chien? Ça fonctionne. Moins après, je dois dire. Mais c'est quand même intéressant. Vous pouvez aller voir ce micromag Oui, sur la plateforme micromag.urbania.ca. tout à fait. Et en tirer peut-être pas grand-chose. Peut-être que vous allez voir votre relation sous un nouvel angle Mais maintenant. ça a quand même polarisé, même, je dois dire, au sein de l'équipe. Là. Il y a des gens qui ont trouvé ça Ouais. super cringe, il y en a qui ont trouvé ça inspirant. Il y en a, je pense que c'est vraiment... Tout le monde va lire ce qu'il veut lire dans ce reportage-là. Puis je pense que ça montre que c'est des couples qui continuent à choquer. Oui. Puis que c'est le fun d'aller à leur rencontre à place de les juger de l'extérieur. Ouais, fait que ne créez pas un compte TikTok pour juger ce couple, s'il vous plaît. Moi, je salue le courage de ces gens-là, sérieux. Ils doivent se faire parler de ça non-stop. Genre, ils doivent tellement être tannés, là. Puis dans le quotidien, parce que j'avais tourné aussi avec un couple qui avait une grande différence d'âge l'année passée. Puis elle était comme... Tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on l'a oublié, là, qu'on a 20 ans d'écart. Tu sais, au quotidien, là, on se lève l'un à côté de l'autre, on fait notre route. C'est dans ce sens... Fait que je trouve ça hot qu'ils prennent parole, pour vrai. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qu'ils disaient tous, qu'ils sentent plus cette différence d'âge. Ben non. Même, surprenamment, le couple avec 50 ans d'écart d'âge. Puis, tu sais, eux aussi, un truc qui est spécial, c'est que visuellement, tu sais, tu le vois, là. Ouais, ouais. Tu le vois, là, qui est... Mais là, ça pourrait être son grand-père. Ben oui, il a l'âge de ses grands-parents, tu sais. Fait qu'eux, quand ils marchent main dans la rue, ben, ils ont des regards, là, Ouais. tu sais. Ouais. Ça choque, bref. Ben, très cool, Salome. Merci d'être venue. Ben, au merci. balado pour nous Félicitations. parler de ça. Trop intéressant. On passe à ma section entrevue. Et cette semaine, mon invité, c'est un gars qui réalise un petit exploit, donner envie de lire à l'ère du doom scrolling. Il s'appelle Nick Marna, il a 31 ans. C'est un booktalker montréalais qui a aussi une présence sur Substack. Il est suivi par plus de 70 000 personnes, surtout pour ses recommandations littéraires, mais aussi pour ses vlogs, ses guides cadeaux, ses halls de brocante, ses revues de films. Bref, c'est un gars qu'on aime pour son radar culturel très, très aiguisé. Et c'est aussi, bon, c'est ça, c'est quelqu'un qui lit, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit. Nick a fait paraître 2 recueils d'auteurs queer dans les 2 dernières années, The Gayest Thing, volume 1 et 2. Puis on est vraiment chanceuse de l'attraper aujourd'hui parce qu'il déménage à Londres dans quelques semaines. C'est-tu vrai? Ouais. Wow. Bienvenue au Balado Urbania, Nick. Merci. Merci d'être là. Je trouve que ta proposition est quand même originale parce qu'au Québec, la culture de la littérature est quand même très forte. Tu sais, je pense que les Québécois, on lit beaucoup le top 10 du site des libraires. Là, tu sais. Renaud Bré. Toi, tu n'es vraiment pas là-dedans. Ben, tu fais des recommandations en anglais, tu fais quelques recommandations en français aussi. Mais toi, en tant que Montréalais, bilingue, c'est quoi ton rapport à la littérature québécoise? Est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Est-ce que tu lis justement le top 10 des libraires? Non. Non? Non, puis c'est drôle parce que la littérature québécoise a tellement un style spécifique que je reconnais maintenant que j'en lis pas beaucoup. OK. Il y a genre une vibe, vraiment. Il y a beaucoup d'autofiction, qui est quelque chose que, comme, du côté anglophone, c'est plus mal vu un peu. OK. Les gens parlent pas souvent du fait que ce qu'ils écrivent, c'est de l'autofiction. Pourquoi tu penses que c'est mal vu? Ben, en anglais, souvent, ils se font dire, genre, c'est comme si c'était moins... le travail était moins impressionnant parce que c'était de l'autofiction, OK. mais genre, tout est de l'autofiction, au final. Ouais. Mais au Québec, c'est vraiment genre, on déclare l'autofiction en tant qu'auteur. Fait que c'est comme Ouais. c'est bizarre. Puis, tu as dit en ligne récemment que tu voulais lire plus en français. Oui. Quand tu dis que tu veux lire Je plus en déménage à français... Londres, là, fait que... Oui, c'est ça. Ça va peut-être être moins facile, mais est-ce que tu parles de littérature québécoise ou est-ce que tu parles de lire en français en général? Et Ben, pourquoi, en fait? Ouais. Je suis comme déchirée à propos de la langue. J'ai toujours été OK. déchirée à propos de la langue. Ma mère est française, OK. de France. Elle a déménagé ici pour être avec mon père. Puis ils n'ont pas duré longtemps. Fait que j'ai comme grandi avec une mère française quand il n'y avait pas beaucoup de Français au Québec. Ou il y en avait, mais tu sais, c'était pas genre... Il n'y en avait pas autant que maintenant. Fait que c'était quand même weird. Mais j'ai grandi dans l'ouest de l'île, qui est OK. comme super anglophone. Ouais. Fait que c'était comme... J'étais genre un peu entre les deux. C'était... fait que c'était genre... C'était bizarre. Puis
Pourquoi je veux lire plus en français? Ben, j'ai toujours eu genre des vagues de langues. J'ai l'impression que j'ai comme été vraiment francophone à un moment donné, super anglophone à d'autres moments donnés. Fait que c'est vraiment, je sais pas. Puis là, je trouve que je lis trop en anglais. J'aimerais ça plus lire en français. C'est pas comme si j'avais de la misère à lire en français, c'est juste que j'ai plus de... Ça m'appelle plus, ce qui est publié en anglais en ce moment. OK. Puis quand j'écris en anglais, fait que c'est comme... Pour moi, ça fait du sens, mais je veux pas le perdre. Mettons mon... Je sais pas. Mais il y a quand même une grosse différence entre la littérature en anglais puis la littérature en français ou l'écriture, le vocabulaire. C'est toujours des langues que nous, on pense qu'ils sont très proches parce qu'à Montréal, je trouve qu'on côtoie les deux, là, français et anglais, puis on habite au Canada, blablabla. Mais c'est tellement des cultures linguistiques, si je peux dire, qui sont différentes que j'ai l'impression que ça se ressent beaucoup dans l'écriture parce que juste exprimer ta pensée en anglais, exprimer ta pensée en français, c'est très différent. Ben oui. Fait que j'ai l'impression que si tu tombes dans une certaine talle, mettons que tu te mets à lire beaucoup en anglais, après ça, c'est sûr que des fois, de passer de un à l'autre, ça peut être difficile parce que je trouve que c'est tellement différent. Est-ce que tu as cette impression-là? Oui, 100%. Genre, pour parler... Là, j'essaie de bien parler, là, mais je suis comme plus français que Charlotte Cardin, mais ça paraît pas. Genre... mais ouais, il y a comme des réflexes que les auteurs en français utilisent que je suis comme moins habituée ou j'ai comme moins la nuance, si on veut, juste par habitude. Fait que c'est pas parce que je comprends pas le français, c'est pas parce que X, Y, Z, c'est juste que comme... Ouais, il y a des codes, il y a des façons d'écrire que, mettons... Je suis moins capable de le capter, si on veut. Puis en anglais, je suis comme beaucoup plus habile OK. pour ça. Sûrement aussi que si tu avais lancé ton compte puis que tu avais fait du contenu en français, tu aurais vraiment moins blow-up sur les réseaux sociaux, on est d'accord, là? Comme, je pense que la crowd qui est intéressée par la littérature québécoise est moins grande que celle à laquelle tu t'adresses en ce moment, c'est sûr. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même de l'intérêt pour ce que tu fais parce qu'il y a comme un espèce de retour au passe-temps qui sont plus analogiques, donc tu sais, qui n'impliquent pas de technologie numérique. Genre, le tricot ces temps-ci, c'est vraiment populaire. La cuisine aussi, la lecture, ça en fait partie. Est-ce que pour toi, lire, c'est une façon justement de te tenir loin du brain rot? Ou est-ce que tu es vraiment sur les réseaux sociaux et tu lis vraiment aussi? T'sais? Ouais, je fais les deux un peu, mais moi, j'ai toujours travaillé dans les médias sociaux, fait que ça m'a comme pas... C'est un peu bizarre de dire que ça m'affecte pas, mais ça m'affecte moins, je pense, que d'autres personnes, parce que je le vois comme un outil, pas mes plateformes, mais genre les médias sociaux en général. Je comprends ce qui se passe en arrière. Ouais. Fait que c'est moins brain rot pour moi. Mais oui, il y a vraiment comme une vague de gens qui veulent genre arrêter de doom scroll, c'est ça. passer du temps dehors. Genre, est-ce que les enfants passent du temps dehors? En ce moment, je sais pas. J'ai vu J'ai que aucune idée c'est pour vraiment vrai. intéressante là-dessus hier. Mais je sais, oui? je veux pas me tromper, mais je pense que c'est un truc comme 2 tiers des enfants vont aller dehors à tous les jours. Je trouve ça pas beaucoup. 2 tiers? Oui. Ouais, c'est très Les peu. enfants de 2 ou 3 ans, il me semble, j'ai vu ça. Ouais, OK. Je pense que c'était pas beaucoup. OK. Ils jouent aux jeux vidéo, les autres, je Ouais, pense. c'est ça. Mais est-ce que toi, tu te retrouves justement souvent à scroller sur ton cell un peu mindlessly, Comme tout le monde. comme tout le monde, et à te dire, je devrais lire en ce moment, je suis un booktalker. La pression de lecture est pas trop présente Non. parce que je lis tout le temps. OK. Fait que ouais. Mais my God, je suis arrivée ici sans rhume. En passant, j'ai pris mon gingembre ce Oui, c'est matin, ça. fait qu'on verra. C'est Euh, assez triste que c'est péril Arriver à aujourd'hui. Londres avec rhume, peut-être. Ça m'arrive pas souvent de genre doom scroll puis de me dire je devrais lire. C'est plus comme c'est comme quand tu manges un sac de chips puis tu finis le sac de chips au complet, genre un gros sac là, on parle pas d'un petit sac collation parce que ça se finit très vite, mais genre un gros puis t'es comme j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais. C'est comme vrai, quand tu penses... le feeling est similaire. Ouais. Ouais, t'es comme, C'est vrai. tu fermes ton sel puis t'es genre arc. Ouais. Je me sens Exact. sale intérieurement. Ouais. Ça arrive, OK. of course. Je suis humain. Mais c'est pas parce que je voudrais lire à la place. Là, je lis tout le temps anyways. Fait que OK. c'est plus comme juste la réalité d'être une personne aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui te suivent puis que parce que j'ai l'impression que moi des fois ça me fait ça, mettons je suis des booktalkers puis j'ai peu de temps pour lire parce que j'ai un enfant en bas âge. Donc je suis fatiguée. Mais je me dis est-ce que des fois je like mettons j'enregistre des posts sur la lecture puis je me dis je vais lire ça plus tard puis là j'ai comme déjà un stress ou une angoisse de pas le faire. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens dans ton bassin de lecteurs qui font ça? Oui, je pense que comme lire, vouloir lire puis acheter des livres, c'est 3 trucs différents qui peuvent exister dans la même personne, Tellement. mais Oui. qui sont pas nécessairement... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les 3. Fait que genre, il y a beaucoup de gens qui veulent lire
puis qui engagent avec du contenu qui est comme ce que je fais, mais qui vont rien faire avec nécessairement. Puis c'est correct, ça fait partie de la game, parce que c'est genre la première étape. Puis après, il y a des gens qui achètent des livres, qui est comme la deuxième étape, qui est très cool, ou qui vont à la bibliothèque, mais là, qui laissent leurs livres sur leur table de chevet. Puis il y a la troisième étape, les gens vont lire. Fait que c'est comme, c'est 3 trucs différents, je pense. C'est correct, je pense, de pas lire. Dans le sens, j'avais eu la réflexion, justement, l'hiver dernier, que j'avais l'impression que j'aimais beaucoup accumuler des livres. Ça me faisait plaisir d'encourager les auteurs que j'estimais puis que j'appréciais. Puis que j'aime bien voir ma bibliothèque remplie, mais que souvent, ces livres, ils font juste un petit passage sur ma table de chevet. J'en lis, genre, des bouts en diagonale, puis je les mets dans ma bibliothèque, puis ça finit là. Puis au début, je me sentais très mal de faire ça. Je me sentais comme coupable, comme si je gaspillais mon temps, mon argent. Puis maintenant, je suis comme... Who will know? Genre, on s'en fout. C'est pas grave. C'est vraiment toi qui te mets cette pression-là. Oui. Mais moi aussi, je me mets cette pression-là. J'allais ce soir, puis finalement, je suis trop fatiguée parce que mon enfant s'est couché tard, puis je suis fatiguée. Puis là, finalement, je lis pas. Là, je me sens mal, ça revient. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ont tellement perdu l'habitude de lire, ou beaucoup de gens, qu'ils savent pas nécessairement toujours quand rentrer le moment de lecture dans leur journée. Tu sais, le classique, comme tu dis, c'est la table de chevet le soir. Là, je me couche, j'ouvre mon livre. Mais si, mettons, ça rentre pas dans ton horaire, toi, as-tu des moments que tu recommandes? Moi, j'ai tout le temps le livre avec moi. Fait que ça m'aide parce que, tu sais, j'étais dans l'autobus ce matin, j'ai lu. Je lis le matin avec mon café. Je lis le soir, tout le temps. N'importe quand. Mais avoir un livre avec soi, c'est vraiment... Ça aide parce que, justement, au lieu de sortir ton téléphone dans le métro, peut-être que tu lis 3 pages, je sais pas. Est-ce que tu as déjà eu peur que ton rapport à la lecture commence à être performatif en étant un booktalker, genre? Parce que je sais que tu fais des espèces de recap mensuels. Ah, c'est moi, si j'ai lu 10 livres, voici lesquels j'ai le plus aimé. Ça, c'est beaucoup 10 livres. C'est vraiment beaucoup. Oui, je sais. Je lis tellement, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que tu te mets de la pression de faire d'être comme, là, il faut que je lise plus, ou là, il faut que je parle de mes lectures, sinon ça vaut pas la peine? Bien, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu ça. Moi, ça m'est pas arrivé encore. J'ai l'impression qu'éventuellement, peut-être que ça va m'arriver. Pour l'instant, j'aime ça lire encore. ça fait quand même partie de mes passions puis tout. Mais je pense qu'à un moment donné, quand je vais commencer à publier plus, genre romans, etc., c'est là que ça va peut-être devenir un peu weird. Pourquoi? Ben, il y a comme une conversation à propos des auteurs dans des espaces pour lecteurs qui est comme que l'un devrait pas être dans l'autre. C'est intéressant. Fait que c'est comme une relation... Ben, parce que dans le fond, genre, tout le monde devrait avoir son opinion puis ne pas avoir un sentiment de, comme, se faire watcher par les auteurs, justement. Fait que j'ai des amis que, mettons, en close friends, vont être comme, OK, ben cet auteur-là est vraiment fine, vraiment cool, je la DM tout le temps, mais comme j'ai détesté son livre, fait que je veux pas en parler. C'est un peu ça, tu sais, c'est comme, c'est weird. Fait que je sais pas si ça va arriver là un jour pour moi, mais pour l'instant, ça va bien. OK. Tu parles aussi en ligne du fait que tu essaies de rester intentionnel dans tes lectures. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? J'essaie de lire des trucs, pas juste parce que c'est justement sur le top 10 des libraires. J'essaie de lire des trucs qui m'intéressent, qui m'interpellent, des trucs qui me rendent curieux. Ouais, tu sais, c'est plus de suivre mon instinct et non les trends. Est-ce que des fois, tu es comme, je vis ça dans ma vie, je vais lire un livre là-dessus? Est-ce que tu es un peu en mode self-help puis développement personnel? Genre, j'écoute du Adele parce que je suis triste. Genre? Ouais. Non. Est-ce que tu fais ça avec tes lectures? Non. OK. Non, zéro. C'est plus des thèmes qui te parlent en général, pas nécessairement parce que toi, tu vis quelque chose qui a rapport avec ce thème-là dans ta vie, tu sais. Pas dans le moment, mais peut-être après. Tu sais, il y a beaucoup de trucs que je lis maintenant qui me parlent beaucoup que quand j'étais jeune. Mais non, ça marche pas vraiment de même pour moi, je sais pas. Est-ce que tu essaies d'être une balance fiction-essai ou toi, t'es plus... On dirait, j'ai l'impression que dans le côté performatif de la lecture, je pense que Florence, on avait une discussion là-dessus l'année dernière, du fait qu'on dirait que des fois, on a l'impression que lire de la fiction est une perte de temps, puis que ça nourrit pas ton intellect, puis que ça... Mais c'est pas vrai, là. Mais c'est comme si regarder des documentaires était mieux vu que regarder un film de fiction. Tu sais, comme ça t'apprenait moins. Est-ce que toi, tu essaies d'avoir une balance? Est-ce que tu as un rapport différent aux deux? J'essaye, mais l'affaire, c'est que j'écris de la fiction, fait que... Puis des essais, ça me parle tellement moins. Puis je trouve ça beaucoup plus dur à écrire parce que des fois, j'ai des opinions, mais là, je suis comme...
je m'en fous un peu au final. Tu sais, il y a certains trucs que je vais écrire qui m'interpellent, mais tu sais, je suis comme... C'est pas ça que je vais écrire. Moi, je veux dire, je veux raconter des histoires. Puis il y a souvent un message. Ben, il y a souvent un message en dessous des histoires. Christy. J'espère. J'espère. Mais tu sais, la fiction, oui, c'est juste... comme j'ai dit tantôt, c'est tout le temps de l'autofiction, vraiment, au final. Là, fait que c'est l'histoire des gens qui racontent. Puis c'est des perspectives que on peut être plus près des histoires qui sont racontées que de l'autofiction, que des essais, des fois. Fait que pour moi, ça revient au même, là, mais niveau... genre split. J'essaie quand même de lire des essais, mais c'est... Ouais, c'est pas ça qui t'appelle. Ouais. Parlons un peu justement de ce triangle-là. Genre, tu lis, tu écris et tu fais ton book talk. Ouais. Est-ce que pour toi, ces 3 pratiques-là se nourrissent mutuellement? Ou est-ce qu'elles se nuisent? Comment tu ouais, gères ça? c'était pas... genre, mon intention en commençant sur BookTok, c'était pas genre... OK, mais je vais écrire, fait que là, je vais avoir une plateforme, puis là, je vais comme... Ça va genre... Ça s'est pas passé de même. Tu vas vendre, ouais. Ouais, non, c'était pas ça le but. Là, c'est comme rendu inévitable. Qu'est-ce que tu veux dire, inévitable? Inévitable dans le sens que, comme, je peux pas vraiment arrêter mes plateformes à cause que Ok, oui, ça... Les auteurs, maintenant, c'est vraiment weird, OK? Quand tu écris en anglais, dans le fond, la façon que ça fonctionne en français, c'est beaucoup plus différent pour publier un livre. Mais en anglais, il faut avoir un agent, puis ton agent vend ton livre à des maisons d'édition. OK. En français, c'est un peu différent. Mais tu peux l'envoyer tout seul. Ben, au Québec, souvent, C'est c'est ça, au des Québec, gens qui vont c'est ça. juste envoyer leur manuscrit à une maison d'édition. Ils disent oui, ils le publient, ça finit là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. En anglais, ça marche pas de même. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Puis ces étapes-là, c'est des gens qui sont vraiment vieux jeux. C'est genre des gens dans une salle de conférence qui est comme... En tout cas. Fait que les auteurs, maintenant, sont... C'est comme si c'était nécessaire pour eux d'avoir une plateforme. Les maisons d'édition leur demandent souvent de faire des vidéos, de faire des trucs, de nanana. Mais l'inverse est vrai aussi, mais genre un peu au négatif. Comme les gens avec des plateformes, ils veulent pas nécessairement qu'ils deviennent des auteurs. Les gens qui sont vieux jeux, les gens qui sont dans les salles de conférence. Fait que moi, mettons... Est-ce que j'ai un pied dans la porte? Oui. Est-ce que ce pied-là, c'est genre un pied que les gens regardent et sont comme, OK, pourquoi il porte ce soulier-là, genre? Oui. Fait que C'est ça a pas vraiment comme été compliqué. dans les séries télé, mettons, c'est avantageux d'avoir un acteur ou une actrice et une grosse communauté. Là, ce que tu dis, c'est que dans le fond, dans le milieu du livre, c'est le contraire. C'est que c'est une grosse peu de communauté, c'est jugement, mal vu. Ce que moi, j'écris, oui. Tu sais, mettons, les trucs qui sont plus fantasy, les trucs qui sont plus romantasy, tout ça, c'est ça qui marche sur TikTok, genre, si on parle de TikTok niveau 1. Fait que là, il y a quand même un intérêt du côté des maisons d'édition, mais de mon côté, moi, j'écris plus de la fiction littéraire. Fait que c'est moins... Ouais, c'est moins juste pour les maisons d'édition que j'ai aussi une plateforme. Comme c'est si tu ne correspondais pas au code qu'ils recherchaient. Ils voudraient comme un dramaturge ou quelqu'un qui écrit déjà pour le théâtre, puis là, ça fitterait mieux versus Tout toi seul dans son sous-sol avec sa tasse de thé. Mais j'ai pas de sous-sol, my God, I wish. Non, mais tu sais, c'est comme si, genre, je magasine, fait que je peux pas tricoter. I don't know if that makes sense. Mais c'est comme... OK, ouais, je comprends que t'es... Ils veulent que tu choisisses une branche ou une autre. Ouais. C'est pour ça comme il qu'ils faut sont que je sois vieux. trop, genre... D'un côté, c'est comme... Parce que je fais des vidéos sur TikTok, je suis pas, genre, capable d'écrire, si on veut. Puis j'ai souvent ça dans les milieux littéraires aussi, là, avec des gens qui sont dans la littérature, à Montréal, ailleurs, qui sont comme « Ah, OK, fait que tu fais genre des vidéos. » Ouais. Ah, mais je pense dans le milieu de l'art visuel aussi, certains artistes visuels qui vont beaucoup avoir une présence en ligne, ça aussi, c'est mal vu souvent. C'est comme, c'est quoi tu veux vendre, genre? Ouais. Ce n'est pas pour l'art pur. Comme si tu t'abaissais aussi à quelque chose de... Tu cherches la viralité, tu cherches pas la profondeur, tu sais. Oui, tu cherches la reconnaissance plus que l'art dans sa pure forme, sa plus simple expression. Ben, C'est dommage. quand même élitiste. Ben, c'est très élitiste, puis ça encourage un peu de garder les artistes dans des situations de précarité, puis de... Tu sais, où est-ce qu'ils s'épanouissent pas non plus, fait que... C'est tellement cher, écrire. Ah oui? Ben, dans le Parle de sens, ça. ça me coûte rien, mais ce que ça me coûte, c'est du temps. Ce que ça me coûte, c'est mes ressources personnelles. Genre, c'est quand même dur, là. C'est difficile. Ben c'est clair. Comment ça s'est passé, le processus de rédaction de tes 2 recueils que tu as fait paraître? Est-ce que ça a été difficile pour toi de convaincre des gens de te faire publier? Non. OK. C'était surtout des amis. Tu sais, j'ai quand même fait beaucoup de connexions avec des gens qui sont dans les mêmes situations que moi, niveau, qui essaient de se faire publier, qui essaient d'écrire. Fait que ça a quand même bien fonctionné. Puis c'était un but que tout le monde, je sais pas, tout le monde connectait avec.
mais genre, écrire mon roman, j'ai écrit un roman, mais il n'est pas sorti, fait que we'll talk about it later. Dans le fond, c'était long, c'était dur, puis ça prend... c'est stupide à dire, là, mais c'est vraiment difficile d'écrire un livre. Ben, bien sûr. Fait que... Mais on a l'impression que c'est facile. J'ai l'impression Ouais, que les je gens ont sais. l'impression qu'ils s'assoient devant un laptop, là, puis que là, ils regardent par la fenêtre, l'inspiration les frappe, puis qu'ils se mettent à écrire. Ouais. Non? Ça se passe pas comme ça, jamais. Tout le monde peut le faire, c'est juste que comme... Après, genre, t'écris plein de trucs, puis là, il faut que tout ça fasse du Faut sens que ça fasse ensemble. du sens ensemble, Ouais, ouais. c'est vraiment fou. Ça demande une discipline, dans le fond, c'est ça que tu Mhm. dis. Ouais. Justement, les recueils que tu as fait paraître, c'est des recueils d'auteurs queer. Ouais. Pourquoi la question de la représentation LGBTQ+, dans la littérature, c'est important pour toi? Ben écoute, en tant que hétéro... Non. Pourquoi c'est important? Est-ce que, genre... Hey, c'est Ça comme te lire, pris c'est du juste temps? naturel, genre, je sais pas. Mhm. Mais dans vraiment le fond, tu bizarre à- racontes des histoires qui te parlent ou que Oui, tu voudrais voir. oui, C'est ton autofiction. Haha. oui. Ouais. C'est juste ce qui me vient naturellement. C'est un intérêt naturel. Mes amis font ça. Mhm. Les gens que je respecte, que je lis, font ça. Fait que ouais, C'est c'est ce qui comme te parle le si... plus. Ouais. Mhm. Puis c'est ce qui me tient à cœur le plus. Mhm. C'est ce que je trouve... C'est ce que je peux contribuer, si on veut. Mhm. Fait que si je fais un recueil, puis c'est pas juste des gens queer, qu'est-ce que je fais? Tu sais, au Ok. final. Quand les gens me demandent genre des listes de lecture, que j'ai fait genre des capsules ici ou là, c'est souvent ça que je vais faire parce que je trouve que c'est ce qui me vient facilement, mais aussi c'est comme... C'est ça ma mission un peu, là, si Ouais. on veut. J'y pense pas comme ça, mais au final, c'est ça, tu sais. Mhm. Hey, Nick, merci tellement d'être venu Oh my au God. balado C'est tout? Pana. C'était Ah, incroyable de c'était- savoir c'est- ici. Merci, c'était tellement Merci. intéressant. C'est le moment bizarre où on te renvoie sur ton Oui, site. c'est Ouais, ça. je suis comme, OK, ben Avec calme. ta C'est le moment petite pour Merci. Merci. Merci, Nick. Qu'on a enregistré? Oui. L'as-tu apporté de Mano? Veux-tu commencer? OK. Moi, c'est quelque chose que... OK, moi, je suis sortie avec quelqu'un qui travaille en soins infirmiers pendant Mhm. très, très longtemps et ça a remis ma perspective par rapport au travail. Là. Je te fais écouter quelque OK. chose. I love it when someone who works in marketing or communications describes something as urgent. Yeah, it's urgent. This is urgent. This social post or this video, it's urgent. Des Ça, fois, oui. à la job, on est tellement stressé pour un carrousel Instagram. Ouais, là, ça a pas et de bon qu'on s'en crisse. Quand j'y pense, là, je suis genre, mon Dieu, tu sais, justement, quand j'étais enceinte en pandémie, puis que ma blonde était Mhm. au CHUM en train de sauver des vies, dans genre un habit, genre, en tout cas, où elle aurait pu mourir à tous les jours. Puis moi, j'étais genre, vite, ce post Instagram doit sortir. Je trouvais ça tellement ridicule, ma vie. Non, là. c'est vrai. Ça a vraiment il y a aidé, vraiment quelque chose dans le fait d'avoir des amis puis de la famille qui travaillent dans le milieu de la santé ou dans des domaines juste... Le communautaire. Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. C'est juste, c'est tellement, ça remet, ben pas que ma job est pas importante, là, j'ai ma job à cœur, j'aime ce que je fais, mais c'est vrai que des fois, il faut vraiment prendre un pas de recul puis être comme, c'est un article sur Urbania. Ouais, Ce vraiment. n'est pas grave. tu sais. Tout à fait. Je veux Mm. être vraiment ça. Ouais. Ça fait Au du bien. pire, s'il y a une erreur, on va le modifier, puis on va s'excuser, puis tu sais, on fait du mieux qu'on peut, mais il n'y a jamais rien qui est Personne grave. va mourir. Ouais. Moi, mon contenu enregistré cette semaine, c'est un TikTok de notre collègue Jacob Kayat. Je te fais Oui. écouter ça. Hey, j'ai failli prendre cet extrait-là. Encore Ah une oui? fois. On n'a pas le J'adore. même. Ok, fait que je nous commande 2 shawarma, 2 salades. Toi, tu prends quoi? Ouais, puis c'est intéressant parce que je me disais que, nonobstant cette situation-là, on pourrait peut-être y aller, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Vous connaissez pas nonobstant? Nonobstant. Ça, là, Arnaud qui utilise à Dans tout OD. bout de champ, nonobstant. Dans C'est son OD, mot, là. Ça me fait capoter. C'est comme, j'ai l'impression que c'est ma nièce qui découvre un nouveau mot puis qui est comme, je vais le dire tout le temps. Oui, puis un moment donné, t'es comme, c'était pas exactement le bon contexte. Non, c'est ça, c'est ça. Genre, ouais. Faudrait peut-être qu'on t'explique ce que ça veut dire. Ouais, Euh, c'est très drôle. Ma ça fille, m'a elle fait dit beaucoup beaucoup j'adore ces temps-ci, mais comme elle J'adore. l'utilise pas comme il faut, mettons, j'adore pas ça. J'adore ça. J'adore pas beaucoup les carottes. Je suis comme, OK. C'est bon. Mais Arnaud et ma fille sont une même personne La même quand ils personne. utilisent un mot dans le mauvais contexte. Ben, c'était tout pour cette semaine. Merci Gab, merci Nick et merci Salomé d'avoir été là. Nous avons survécu. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode et pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires. Abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Bye.